Chose promise, chose due. Et oui, parce que j'ai fait un classement déjà sur Berserk, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, eh bien, j'ai envie de parler des apôtres maintenant. C'est une chose que j'avais promis que je ferais, je parlerai encore de Berserk. Là, je vais parler des apôtres, certainement que je vais parler aussi des pseudo-apôtres dans une prochaine vidéo, et peut-être du God End. À vous de voir, en fait, à vous de choisir quel sujet vous préférez. God End, pseudo-apôtres, de toute façon je parlerai des deux, mais savoir à peu près quelle sera la priorité. Et puis ensuite, on verra, il y a plein de sujets à traiter sur Berserk, notamment un peu tout ce qui est mythologique et tout ce qui s'ensuit, monde astral, enfin, tous les concepts un peu qui sont particuliers dans Berserk, je les traiterai de toute façon. Donc, c'est pas fini pour Berserk. En tout cas, je vous invite vraiment à partager cette vidéo en masse, à participer dans les commentaires comme d'habitude, à vous abonner, à faire le like et tout ce qui s'ensuit. Bref, vous connaissez la chanson. En plus, si vous aimez Berserk, c'est le moment de se manifester. Et oui. Mais avant ça, petite piqûre de rappel sur ce que sont les apôtres. Pour des tas de raisons, en fait, les apôtres sont des entités assez fascinantes. Ils naissent d'humains ordinaires qui sont poussés à un point de désespoir extrême. En gros, c'est ça. À ce moment critique, ils entrent alors en possession d'un Béryth. Ou plutôt, c'est le Béryth qui rentre en contact avec eux. Un artefact mystérieux et vivant. Lorsqu'ils activent le Béryth, souvent dans un moment de grande détresse ou de désir profond, ces individus sont transportés dans une autre dimension où ils rencontrent les membres de la God End, des entités quasi divines. Ici, un marché sinistre est proposé. Sacrifier ce qui leur est le plus cher pour obtenir un pouvoir immense et se transformer en apôtre. Ce choix représente généralement une trahison absolue de leur humanité et de leurs liens affectifs. En acceptant, ils perdent leur humanité, se transformant en créatures monstrueuses dotées de pouvoirs surhumains. Les apôtres incarnent ainsi les thèmes de la tentation, du sacrifice et de la corruption présentes dans Berserk. Ils deviennent des forces de destruction, souvent au service de leurs propres désirs ou des desseins de la God End. Et je le précise avant toute chose, je ne vais pas faire un classement de puissance, mais plutôt je vais en parler par ordre d'importance, c'est-à-dire du moins important au plus important des apôtres. En tout cas selon moi. Donc si vous êtes bien installé, c'est parti. L'apôtre en forme de femme est la première apôtre introduite et tuée dans Berserk. Sous sa forme humaine, elle est toujours nue, avec une carrure ferme, de longs cheveux blonds et des yeux froids. En tant qu'apôtre, sa peau devient verte et elle grandit, avec des bras et des jambes presque reptiliens, une bouche pleine de dents acérées et des appendices épineux sur la tête. On dirait clairement un alien, on va pas se mentir. Elle utilise son corps pour séduire et tuer les hommes. 2 ans après l'éclipse, elle rencontre Guts, croyant qu'il est une proie facile, mais il la tue avec son bras canon, laissant un trou dans son crâne. Assez anecdotique, mais il fallait en parler. L'apôtre en forme de cobra est le premier antagoniste principal de la chronologie, en plus d'être l'apôtre dirigeant de Koka, résidant dans le château de la ville. Sadique et méprisant l'humanité, il exige de l'or et des humains comme nourriture du maire, sous peine de s'en prendre à tous les habitants. En combat, il se transforme en une forme serpentine imposante, se glorifiant de sa puissance d'apôtre. Guts le chasse, le défait et le laisse pour mort. Le seigneur serpent, réduit à supplier pour sa vie, est finalement enterré vivant sous les décombres brûlants de Koka par Guts. L'apôtre bestial est le premier apôtre tué par Guts après l'éclipse. Dans sa forme humaine, il apparaît comme un homme court, trapu et chauve, vêtu de haillons. On dirait un genre de bébé, mais un bébé bien dégueulasse quand même. Enfin, ça c'est un pléonasme. Transformé en apôtre, il devient une bête canine géante. Peu développé dans le manga, il est plus présent dans l'anime de 2016, où il est connu comme le gardien des chiens, servant un comte et gardant son manoir. Ouais, c'est le seul avantage de l'anime, c'est qu'il a développé ce personnage, mais c'était pas le plus important, hein. Fallait se concentrer sur autre chose à la base. Bref, quoi qu'il en soit, il possède un sens olfactif aigu, capable de pister ceux marqués par la marque du sacrifice, et contrôle ses propres intestins comme des tentacules. Sa loyauté envers ses chiens et son amour non partagé pour la fille du comte le conduisent à devenir un apôtre, sacrifiant la jeune femme. Guts le tue finalement après un combat assez intense malgré tout. Borkov joue un rôle crucial lors de l'éclipse, où il est responsable de l'amputation du bras gauche de Guts en dessous du coude. Il ressemble à un grand salamandre avec 6 jambes, une queue en forme de massue et un corps couvert d'épaisses écailles sombres. Dans sa forme humanoïde, il porte une lance et un bouclier. Borkov apparaît pour la première fois lors du massacre rituel de la bande du Faucon, pendant la cérémonie de l'éclipse. Il utilise ses mâchoires pour empêcher Guts d'atteindre Casca, jusqu'à ce que Griffith émerge sous la forme de Femto. Et là, on peut parler d'un vrai ravage. Guts, incapable de percer la peau de l'apôtre avec son épée, choisit alors de s'amputer le bras avec la lame brisée. Et c'est un moment très très fort. On le revoit plus tard dans l'arc du Faucon millénaire, où Borkov est un membre de la nouvelle bande du Faucon, dans l'unité des lanciers sous les ordres de Locus.
Lui et les lanciers attaquent le palais de Windham, brisant facilement les lignes de Kushan. Confronté à un grand nombre de Daka, de Pichacha et à l'empereur Ganishka lui-même, Borkov ne peut pas arrêter Ganishka lorsqu'il entre dans sa propre forme d'apôtre. Plus tard, il est vu combattant dans l'arène de Pandemonium contre un ogre en combat gladiatorial, où il finit par tuer et dévorer les entrailles de l'ogre. Le comte, un noble apôtre, préside dans un territoire visité par Guts lors de sa guerre de 2 ans contre les démons. Cruel et glouton, il tue des hérétiques présumés et leurs familles, se délectant de leur peur. Après avoir découvert sa femme dans une orgie païenne, il sombre dans le désespoir et devient un apôtre, sacrifiant sa femme. Il propage un mensonge sur sa mort et enferme sa fille Theresia. Plus tard, il est mortellement blessé par Guts et refuse de sacrifier Theresia pour une nouvelle vie, étant entraîné dans le vortex des âmes. Sa mort survient après un combat intense avec Guts, laissant sa fille orpheline et traumatisée. Le comte est un personnage complexe, illustrant la cruauté et le désespoir dans l'univers de Berserk. La fin du conte est particulièrement mémorable. Face à la possibilité de sacrifier sa propre fille pour préserver sa vie, il choisit finalement de ne pas le faire, ce qui conduit à sa destruction par les God End. Et ce moment révèle une certaine humanité restante chez le comte, une rareté parmi les apôtres. Wyald est un apôtre et le leader des Chevaliers du Chien Noir, une armée de criminels condamnés travaillant pour le royaume de Midland. Wyald possède des traits simiesques et des capacités de combat anormales. Même sous sa forme humaine, il a une apparence assez insolite, avec un visage allongé et de grands yeux sauvages. En tant qu'apôtre, ses bras fusionnent avec son torse et sa taille se transforme en un corps similaire à celui d'un singe. Wyald est connu pour sa personnalité insouciante, sa soif de sang et sa sexualité débridée. Il prend un plaisir sadique dans ses actions, allant jusqu'à violer et mutiler des femmes, brûler des enfants vifs et tuer ses propres soldats pour le plaisir. Cependant, face à une situation désespérée, il perd son attitude arrogante et devient désespéré, allant jusqu'à prendre Griffith en otage. En termes de capacité, Wyald possède une force immense, capable d'écraser le crâne d'un homme avec 2 doigts et de déchirer un arbre avec ses mains. Il a également des réflexes et une vitesse surhumaine, parvenant à parer toutes les attaques de Guts avec facilité. Malgré son manque de compétences, ses capacités d'apôtre compensent largement, lui permettant de submerger des adversaires plus expérimentés. Sa main survient aux mains de Zod, après une tentative désespérée de sauver sa propre vie en invoquant le God End. Il est donc ce qui représente le mieux la brutalité et la sauvagerie dans la série. Une ordure, comme on les aime pas trop. L'œuf du monde parfait est initialement un paria de la société. Il surveille la ville d'Albion et joue un rôle clé dans l'arc Conviction, agissant comme la clé nécessaire pour reconstituer Griffith sous une forme corporelle par auto-sacrifice. Il apparaît comme un Beirith de couleur chair avec des yeux orange, se tenant sur 2 jambes humaines et 2 extensions tentaculaires. Portant une marque du sacrifice sur la langue, il croit en un but et une foi, admirant ceux qui montrent une grande passion pour leurs croyances. Ses capacités incluent la création de pseudo-apôtres et une agilité accrue, lui permettant de se déplacer facilement sur les murs et les plafonds. Avant de devenir l'œuf du monde parfait, il était une personne vivant à Albion, trouvant un Beirith parmi les déchets. Rejeté et traité comme un monstre, il s'offre comme un apôtre, sacrifiant le monde pour un monde parfait. Il joue un rôle crucial dans l'incarnation de la cérémonie, transformant des hérétiques en pseudo-apôtres et influençant les événements menant à la renaissance de Griffith. Dans un acte de compassion, il avale l'enfant démon, permettant à l'enfant de jouer un rôle dans la naissance du monde parfait. Sa mort survient en se transformant en coquin pour Griffith, marquant ainsi un moment clé dans l'histoire. Rosine est un personnage unique et tragique dans la série. Elle apparaît dans l'arc de l'enfant perdu et se distingue par sa jeunesse et son histoire poignante. Rosine est une jeune fille qui se transforme en apôtre après avoir utilisé un Beirith. Elle terrorise les villages voisins de la vallée brumeuse, transformant les enfants en pseudo-apôtres elfiques et en capturant d'autres pour les métamorphoser via des cocons. Rosine, ayant grandi battue et négligée, s'identifie à la légende de Pikaf, un enfant qui s'est enfui de son village en se croyant elfe. Elle devient un apôtre après avoir sacrifié ses parents, cherchant à créer un monde où elle pourrait vivre librement comme un elfe. Elle possède des capacités de vol supersonique, utilisant sa vitesse et son dard pour attaquer. Rosine affronte Guts, qui utilise sa relation avec Jill, une amie d'enfance, pour la blesser mortellement. Avant de mourir, Rosine admet ne jamais avoir vraiment cru aux elfes et se remémore les bons moments avec ses parents. La confrontation entre Guts et Rosine est intense et chargée d'émotions, car elle met en lumière la cruauté du monde de Berserk et les conséquences tragiques des désirs humains lorsqu'ils sont déformés par les forces obscures. Irvine est un apôtre et le capitaine des archers de la Bande du Faucon. Il se distingue par son apparence élancée et ses yeux entièrement blancs. Irvine est un maître archer,
capable de tirer plusieurs flèches simultanément avec une précision et une force incroyables, même à des distances impossibles pour un humain. Dans sa forme d'apôtre, il se joint à un corps de loup, augmentant considérablement sa portée et sa puissance de tir. Erwin est un homme introverti et solitaire, préférant la chasse et le camping en forêt, où il joue du luth près d'un feu de camp. Malgré sa nature d'apôtre, il montre un côté tendre, comme lorsqu'il partage son feu de camp avec Sonia et engage une conversation amicale avec elle. Au combat, Irvine utilise des flèches organiques formées à partir de son propre corps. Il se déploie violemment à l'impact, déchirant ses cibles de l'intérieur. Il participe à plusieurs batailles clés, notamment l'assaut sur le palais de Windham et la défense de Vritannis. Raskas, un apôtre mystérieux et membre de la bande du Faucon, est un assassin redoutable. Exilé du clan Kushan des Bakiraka, il rejoint Griffith attiré par sa beauté et avec l'intention ultime de le décapiter un jour. Rakshas se distingue par son apparence énigmatique, entièrement noire, ressemblant à une cape pouvant changer de forme et de taille. En tant qu'apôtre, il devient plus grand et monstrueux, ses tentacules gagnant en dextérité. Il excelle dans l'art de l'assassinat, utilisant son corps amorphe pour se fondre dans les ombres et surprendre ses victimes. Il parle rarement et lorsque c'est le cas, ses paroles sont généralement cryptiques et énigmatiques. Sa vitesse de déplacement est trompeuse et il est capable de voler sous sa forme d'apôtre. Rakshas est également très résistant et agile, capable de combattre des adversaires redoutables comme Silat et les Tapasa. Le passé de Rakshas est largement inconnu, mais il est suggéré qu'il a une vendetta personnelle contre Griffith. Cette motivation personnelle le rend unique parmi les apôtres, qui sont généralement très fidèles à ce dernier. Il joue donc un rôle secondaire, mais assez marquant, apportant une petite touche de mystère assez intrigante. Locus, surnommé le Chevalier du Clair de Lune, est le capitaine des lanciers de la bande du Faucon. Il se distingue par sa nature stoïque, sa logique, sa sagesse et son autocontrôle. Rare parmi les apôtres, Locus est un guerrier légendaire, célèbre pour son record invaincu dans de nombreux duels et concours, et connu pour ne jamais s'attacher à un seul maître. Après avoir juré loyauté à Griffith, il se consacre entièrement à lui, croyant fermement que ses actions sont pour le mieux du monde. En tant qu'apôtre, Locus se transforme en une forme centaure, avec un corps métallique argenté et une lance qui devient une lame tranchante. Il excelle dans le maniement de la lance, capable de vaincre plusieurs ennemis en un seul coup. Locus est également un leader compétent, dirigeant ses troupes avec un calme calculé. Il joue un rôle clé dans plusieurs batailles importantes, massacrant de nombreux soldats Kushan et participant à la défense de Vritannis. Locus est également présent aux côtés de Griffith dans des affaires politiques, dénonçant la lâcheté des nobles de Midland pendant l'invasion Kushan. Grunbeld, connu sous le nom de Grand Dragon de Flamme, est un apôtre imposant et un membre clé de la bande du Faucon. Avant de devenir un apôtre, il s'est distingué durant la guerre de 100 ans, résistant à l'invasion de Tudor avec une petite armée. Son histoire est explorée plus en détail dans le roman Berserk, le Chevalier Dragon de la Flamme. Dans sa forme humaine, Grunbeld est un géant, vêtu d'une armure argentée évoquant un dragon. Sous sa forme d'apôtre, il devient un dragon de feu colossal, recouvert de stalactites de corindon, un matériau extrêmement dur. Grunbeld est un guerrier fier et sérieux, respectant un code d'honneur et remettant en question les ordres contraires à ses principes. Lorsqu'il affronte Guts, il reconnaît la force de son adversaire et se transforme pour continuer le combat. Malgré sa puissance et sa résistance, Grunbeld est finalement vaincu par Guts, qui utilise l'armure du Berserker pour surmonter la force écrasante de Grunbeld. Les capacités incluent une force et une vitesse surnaturelles, ainsi que la capacité de cracher des flammes. Armé d'un grand marteau et d'un bouclier capable de tirer des boules de canon, il joue un rôle crucial dans plusieurs batailles. Alors là, j'ai longuement hésité pour déterminer qui était le plus important. Mais selon moi, c'est indiscutable, ça se joue sur un fait majeur, qui est très important pour la suite. Nosferatu Zod est un apôtre légendaire, qui a survécu sur le champ de bataille pendant environ 300 ans, cherchant constamment des adversaires dignes. La quête pour trouver le fort ultime le conduit à une rivalité profonde avec le Chevalier Squelette et Guts, ainsi qu'à servir fidèlement Griffith dans la bande du Faucon. Sa relation avec le guerrier noir est particulièrement notable, évoluant d'une rivalité pure à une forme de respect mutuel. Leur première rencontre, lors de l'arc de l'âge d'or, est marquée par un combat intense, où Zod reconnaît le potentiel de Guts. Cette reconnaissance se transforme en une alliance temporaire lorsqu'ils s'unissent pour affronter Ganishka, montrant une évolution significative dans leur relation. Cette relation évolue donc au fil du temps, passant d'ennemis mortels à une sorte de respect mutuel, bien que toujours dans un cadre conflictuel, avec des moments de brutalité intransigeante et d'autres où il montre une certaine profondeur et réflexion, ce qui le rend fascinant et imprévisible. Envers Griffith, Zod montre une loyauté inébranlable, le servant comme un guerrier clé dans la bande du Faucon.
Cette loyauté est ancrée dans la reconnaissance de la force et du destin exceptionnel de Griffith, comme le présage le Béhérit. Ce qui rend Zod unique, outre sa puissance, est son code d'honneur au combat. Il respecte les guerriers forts et montre un certain sens de l'honneur envers ceux qu'il considère comme des adversaires valables. Contrairement à beaucoup d'autres apôtres, Zod n'est pas motivé par la cruauté pure, mais plutôt par sa quête de combat et d'adversaires dignes. Son histoire et son rôle dans Berserk le placent comme un personnage incontournable, dont la présence ajoute une profondeur et une intensité considérable à la narration. Son impact dépasse donc celui d'un simple antagoniste, car il entretient des liens complexes avec plusieurs personnages majeurs. L'empereur Ganishka est un personnage crucial et un antagoniste majeur, en particulier dans l'arc de l'Âge des Ténèbres. En tant qu'apôtre et souverain dans l'Empire Kushan, il joue un rôle central dans le développement de l'intrigue et la dynamique du pouvoir dans l'arc. Il se distingue des autres apôtres par son refus de se soumettre au God End. En particulier à Griffith, il considère comme un rival pour la domination du monde. Cette opposition crée une fracture rare dans le monde des apôtres, où la majorité est généralement fidèle au God End. Lui, au contraire, cherche à les transcender. Ganishka est ambitieux, impitoyable et possède une puissance immense, capable de transformer ses soldats en créatures démoniaques et de contrôler des pouvoirs magiques importants comme celui de générer des éclairs et de manipuler le brouillard pour couvrir de vastes territoires. Ganishka se heurte à Griffith lors de l'invasion de Midland, où il capture la princesse Charlotte. Après une confrontation directe avec Griffith, il est humilié et se réincarne une seconde fois en utilisant le Béhérit artificiel, devenant une créature colossale. Dans cette forme, il perd sa rationalité, écrasant ses propres armées et transformant la ville de Windham en ruine. Après sa seconde réincarnation, il devient une menace incontrôlable, capable de détruire des villes entières. Sa mort, causée par une attaque redirigée du chevalier squelette, entraîne l'ouverture d'une fissure astrale, marquant la naissance de l'interstice de Fantasia et laissant place à l'arbre spiral du monde. Et c'est pourquoi il est le plus impactant en tant qu'apôtre. En conclusion, les apôtres dans Berserk représentent bien plus que de simples antagonistes monstrueux. Ils sont le reflet de thèmes profonds tels que le désespoir, la trahison et la perte de l'humanité. Leur création, issue d'un pacte déchirant avec les God End, symbolise une chute morale et spirituelle profonde, où le désir de puissance et de survie l'emporte sur les liens humains et la morale. En explorant leur origine et leur impact sur l'histoire, Kentaro Miura ne se contente pas de créer un simple récit de fantaisie sombre. Il tisse quelque chose qui est très profond narrativement parlant, explorant les abysses de la psyché humaine et les conséquences tragiques de choix désespérés. Ainsi, les apôtres restent gravés dans l'esprit des lecteurs, non seulement pour leur terreur visuelle, mais aussi pour leur profonde résonance thématique. Et rien que pour ça, Berserk est une masterclass. En que ouais.